Ce chapitre concerne les méthodes ELECTRE pour l'optimisation multicritère et qui sont des méthodes mathématiques d'analyse multicritère différentes des méthodes d'optimisation classiques qui sont basées sur la définition d'une fonction économique. Et l'intérêt de ces méthodes multicritères est de considérer un ensemble de critères de différentes natures sans nécessairement les transformer en critères économiques ni en une fonction unique. À travers ces méthodes ELECTRE, on ne s'intéresse pas à chercher un optimum, mais une solution compromis qui peut prendre diverses formes. Ce chapitre est composé de 4 sections principales. Dans la partie introductive, on va préciser les objectifs de ce chapitre et initier la notion des méthodes ELECTRE. Et puis on va signaler dans la deuxième section les différentes bases de l'ensemble des méthodes qu'on va voir au cours de ce chapitre. Et puis dans la troisième section, on va illustrer la première classe des méthodes ELECTRE qui font partie de la problématique de choix appelée ELECTRE I, IV ou bien IS. Et puis dans la dernière section, on va entamer la deuxième classe principale des méthodes ELECTRE qui font partie de la problématique d'affectation appelée ELECTRE TRI ou bien trichotomie. En commençant par cette partie introductive, on précise que l'objet de ce chapitre est l'illustration des méthodes ELECTRE qui résument élimination et choix traduisant la réalité. Comme j'ai dit auparavant, ces méthodes multicritères d'optimisation sont alternatives aux méthodes d'optimisation classiques basées sur la définition d'une fonction unique, souvent exprimée en termes économiques. Mais l'intérêt de ces méthodes multicritères est de considérer un ensemble de critères de différentes natures sans nécessairement les transformer en critères économiques, ni en une fonction unique. Pour les méthodes multicritères d'optimisation, on ne s'intéresse pas à chercher un optimum, mais une solution compromis qui peut prendre diverses formes entre le choix, l'affectation ou encore le classement. On peut envisager dans la littérature plusieurs méthodes d'optimisation multicritère. Mais dans ce chapitre, on va se concentrer sur les méthodes multicritères basées sur le surclassement. Et puis on va illustrer les approches de surclassement en étudiant deux types de méthodes multicritères, à savoir les méthodes ELECTRE I avec ces trois types, I, IV et IS, en fonction de la problématique considérée, et ce sont des méthodes qui relèvent de la problématique de choix. Puis on va voir la deuxième catégorie des méthodes ELECTRE TRI ou trichotomie, qui relèvent de la problématique de tri ou d'affectation. On passe maintenant à la deuxième section, dans laquelle on va préciser l'ensemble des bases sur lesquelles consistent les méthodes ELECTRE d'optimisation multicritère. Généralement, on peut procéder en deux temps. D'abord, on compare deux à deux actions potentielles ou de classement d'actions, et puis, on essaie de faire une synthèse de ce qu'on a constaté précédemment. Alors, la différence entre les méthodes d'agrégation qu'on va considérer par la suite réside au niveau de leur façon de réaliser ces deux étapes, c'est-à-dire la comparaison qui se fait en utilisant la notion de surclassement et puis la synthèse. Je précise ensuite qu'il y a deux conditions appelées conditions de concordance au niveau des données et qui permettent de valider la proposition l'action A surclasse l'action B lorsque l'action A est au moins aussi bonne que l'action B relativement à une majorité de critères sur lesquels se base notre comparaison. Et puis, cette préférence ne devrait pas être plus mauvaise relativement aux autres critères. Et puis, ces deux notions associées à chaque critère peuvent être représentées sur un graphe dont l'axe horizontal détermine les différences de performance entre les actions selon un critère donné, pendant que l'axe vertical représente la concordance ou bien la discordance entre les deux actions à comparer. Pour quantifier ces deux types de comparaison tels que la concordance et la discordance, il suffit d'accorder la valeur 1 à la réponse oui du graphe et puis la valeur 0 à la réponse non. Et donc, cela permet de calculer un indice de concordance locale pour chaque critère et puis déduire un indice de concordance global
ainsi que le calcul de l'indice de discordance associé à chaque critère. Plus précisément, pour le calcul de l'indice de concordance, on peut utiliser cette relation qui fait appel à la notion d'un pseudo-critère, c'est-à-dire un seuil de préférence et un seuil d'indifférence. Et cela traduit le fait que si la différence de performance est inférieure au seuil d'indifférence, cet indice de concordance local est égal à 1. C'est-à-dire que les deux actions sont indifférentes. Dans le cas contraire, lorsque la performance de B est très nettement supérieure à celle de A, c'est-à-dire au cas où la différence des performances est supérieure au seuil de préférence, alors l'indice de concordance est nul. C'est-à-dire que l'action B est strictement préférée à l'action A, et donc l'action A ne peut pas surclasser l'action B sur le critère considéré. Et puis, est faiblement supérieure à l'action A, ou encore si la différence de performance est comprise entre le seuil de préférence et le seuil d'indifférence, alors l'action B est faiblement préférée à l'action A. Mais cette notion de faible préférence ne renforce pas la proposition A surclasse B. Mais on peut se contenter de prendre un indice de concordance qui est compris entre 0 et 1, calculé par interpolation en utilisant cette formule. Maintenant, une fois que tous les indices locaux sont calculés, la moyenne pondérée de ces indices par les poids des critères permet de calculer l'indice de concordance global à travers cette relation. Et dans le cas où on considère un vrai critère, pour lequel les seuils de préférence et d'indifférence sont nuls, on obtient cette relation simplifiée. En ce qui concerne les indices de discordance, ils permettent de mesurer la plus grande différence discordante de performance pour chaque couple d'actions au niveau de la méthode Elect-I. Et puis cet indice de discordance permet d'utiliser un seuil de Veto net au-delà duquel une différence de performance qui implique déjà une préférence stricte de l'action B par rapport à l'action A donne un indice de discordance égal à 1. Et dans le cas contraire, lorsque la différence de performance entre l'action B et l'action A ne dépasse pas le seuil de préférence stricte, alors cet indice de discordance est nul. Et puis, cet indice permet également d'utiliser la notion de seuil de veto flou tout en utilisant le même mécanisme que celui du veto net, en affectant la valeur 0 à l'indice de discordance pour les différences de performance qui impliquent une préférence faible entre l'action B et l'action A. Et dans le cas où on a une préférence stricte entre les deux actions et que la différence de performance ne dépasse pas le seuil de veto, on effectue une sorte d'interpolation en utilisant cette relation. Maintenant, les indices de concordance et de discordance permettent de calculer un indice de crédibilité en utilisant cette relation et qui mesure l'intensité avec laquelle une action surclasse une autre. Autrement, cet indice de crédibilité n'est autre que l'indice de concordance affaibli par les indices de discordance qui contribuent seulement lorsque cet indice de discordance est supérieur à l'indice de concordance global. C'est-à-dire que l'indice de concordance représente correctement cette crédibilité et reflète donc la crédibilité du surclassement lorsque les indices de discordance sont faibles par rapport à la valeur de l'indice de concordance. Maintenant, je cite quelques cas particuliers qui peuvent se présenter au niveau de la relation de l'indice de crédibilité. Premièrement, au cas où il existe un indice de discordance égal à 1, alors le degré de crédibilité est nécessairement nul, quelle que soit l'importance de ce critère. Le deuxième cas qui peut se présenter est lorsque l'indice de concordance globale est égal à 1, ce qui implique que tous les indices de discordance sont nuls et que le degré de crédibilité est aussi égal à 1. Le troisième cas,
c'est lorsque tous les indices de discordance sont inférieurs à l'indice de concordance, et donc l'indice de crédibilité sera égal à l'indice de concordance globale. Passons maintenant à la troisième section de ce chapitre, dans laquelle on va discuter et illustrer les méthodes multicritères qui sont associées à la problématique de choix. Je rappelle que cette problématique consiste à déterminer au sein de l'ensemble des actions A un sous-ensemble noté N et appelé noyau qui contient seulement les actions les plus préférées. Et puis dans cette section, on va se concentrer sur les méthodes électri avec ses trois types, I, IS et IV, et qui sont des méthodes qui relèvent de la problématique alpha, c'est-à-dire une procédure de sélection où le problème est posé en termes de choix de la meilleure action. Pour cette première catégorie de méthodes électri, on commence par illustrer la méthode électri sur un exemple d'aménagement d'un réseau de télécommunications suivant 8 scénarios de gestion évalués selon 5 critères qui reflètent la fonction de production de ce réseau, c'est-à-dire les lignes d'abonnés, les modems, les routeurs qui connectent au web, la gestion administrative, les marchés, etc. Alors, dans ce tableau, on représente les performances et on ajoute les poids associés à chaque critère. Et donc, pour cette méthode, on ne considère pas les seuils de préférence et d'indifférence, c'est-à-dire on considère seulement un vrai critère. Cette méthode électri impose en particulier de transformer les performances en notes indiquées sur ce tableau et dont les valeurs varient sur des échelles de longueur proportionnelle au poids des critères, tout en utilisant cette relation où les expressions de alpha et bêta sont définies comme suit. On note ici que la performance la plus basse est égale à 0 et la plus haute égale au poids du critère considéré. Je précise ici que la variable x représente les performances du tableau original et y, la variable qui représente les performances de ce tableau modifié. Par exemple, on considère ici les performances associées au premier critère et puis on calcule le coefficient alpha 1 en utilisant cette relation. On note ici que le 30 représente le poids associé au premier critère, moins 0, divisé par la différence entre la performance maximale sur ce critère, qui est associé à l'action 8, et la performance minimale, toujours dans ce critère, et qui est associée à l'action 6. Pour le coefficient bêta, on peut utiliser la deuxième relation en calculant l'écart entre la valeur du poids associé au premier critère et le produit du coefficient alpha 1 et la performance maximale. Je note que si jamais on utilise la deuxième relation, on obtient la même valeur. Maintenant, pour calculer la note associée à la performance de l'action 1 suivant le critère 1, on remplace x par cette performance, on la multiplie ensuite par le coefficient alpha 1, et puis on ajoute bêta 1 pour avoir cette note modifiée. Maintenant, pour le troisième critère, on procède de la même façon, sauf que les coefficients alpha et bêta changent. Le coefficient alpha 3 est exprimé sous cette forme, où le 20 représente le poids du critère 3, et cet écart représente la différence entre la performance maximale associée à l'action 6 et la performance minimale associée à l'action 8 sur ce troisième critère. Donc, on obtient cette valeur. Pour le coefficient bêta, on utilise la deuxième relation pour calculer la différence entre le poids du troisième critère, c'est-à-dire 20, et le produit de alpha 3 et la performance maximale qui est associée à l'action 6 ou bien 4. Et finalement, pour traduire les valeurs des performances associées au critère 3, on peut remplacer x par exemple par cette valeur, on la multiplie ensuite par la valeur de alpha 3 et ajouter bêta 3 pour avoir cette valeur modifiée.
Et puis, on procède de même pour les autres critères pour lesquels on devrait calculer les coefficients alpha et bêta associés. Maintenant, une fois qu'on a construit le tableau modifié des performances, on peut construire les 5 tableaux de l'indice de concordance locale associé à la méthode ELECTRI pour les 5 critères. Je note que ce tableau est associé à l'indice de concordance ELECTRI pour le premier critère. En utilisant cette expression, on a considéré un vrai critère, c'est-à-dire des seuils de préférence et d'indifférence nuls. Autrement, pour construire ce tableau, on note ici les actions A et puis l'action B suivant l'ordre qui figure dans cette expression de l'indice de concordance locale. Par exemple, l'indice de concordance locale pour le premier critère entre la deuxième action et la première action est égal à 1 parce que la performance de la première action suivant ce premier critère est inférieure ou égale à la performance de la deuxième action. Prenons un autre exemple. L'indice de concordance locale, toujours pour ce premier critère, entre la troisième action et la deuxième action est nul parce que la performance de la deuxième action, suivant ce premier critère, est strictement supérieure à la performance de la troisième action. Maintenant, à la base des 5 tableaux associés aux indices de concordance locale ELECTRI pour les 5 critères, on peut construire le tableau de l'indice de concordance globale ELECTRI en utilisant cette relation, qu'on peut encore simplifier, puisque ces coefficients des indices de concordance locale sont soit égaux à 1 ou bien nuls, c'est-à-dire qu'on ne va considérer que la somme des poids des critères lorsque la performance de A est supérieure ou égale à la performance de B, divisé par la somme des poids qui est égale à 100 dans notre exemple. Je rappelle que pour effectuer ces calculs, il faut construire les 5 tableaux des indices de concordance locale ELECTRI associés aux 5 critères. Maintenant, la méthode ELECTRI impose aussi de calculer un indice de discordance en utilisant cette relation. C'est-à-dire que pour chaque couple d'actions AB, on calcule les différences de performance pour tous les critères, mais on ne retient que la plus grande. On va diviser par la plus grande longueur d'échelle, c'est-à-dire la plus grande différence entre la performance maximale et la performance minimale suivant tous les critères. Dans notre cas, cette longueur d'échelle maximale est égale à 30. Pour illustrer cette valeur de l'indice de discordance associé à l'action 2 et l'action 1, on peut calculer les différences de performance entre les deux actions suivant les 5 critères, et puis on ne retient que la différence maximale qu'on divise par 30 pour avoir cette valeur. Ensuite, l'indice de concordance globale ainsi que l'indice de discordance doivent être comparés à des seuils de concordance qui sera fixé à 0,7 et un seuil de discordance fixé à 0,3. En utilisant cet algorithme qui permet d'établir les surclassements en affectant la valeur 1 lorsque l'action de la colonne étudiée surclasse l'action de la ligne étudiée. Par exemple, en considérant l'indice de concordance globale entre l'action 2 et l'action 1, qui est égal à 0,9, on le compare au coefficient de concordance 0,7, il vérifie bien ce test, et donc on doit passer par comparer l'indice de discordance associé, qui est égal à 0,06, par rapport à l'indice de discordance 0,3. Ce test est bien vérifié, et donc la proposition l'action 2 surclasse l'action 1 est acceptée, et puis on affecte la valeur 1 ici. Prenons un autre exemple. On considère l'indice de concordance globale de l'action 1 et l'action 3, qui est égal ici à 0. On compare cet indice par rapport au seuil de concordance. On voit que ce test n'est pas vérifié, et donc l'hypothèse que l'action 1 surclasse l'action 3 est rejetée, ce qui permet d'affecter la valeur 0 ici.
et ainsi de suite. Une fois qu'on a construit notre tableau des surclassements, on effectue des sommes conditionnelles suivant chaque ligne pour déterminer au moins une première partie du noyau. C'est-à-dire, si jamais une action présente une somme nulle, elle n'est surclassée par aucune autre action. Plus précisément, les actions dont la somme conditionnelle est nulle font partie du noyau qui représente l'ensemble des actions les plus préférées et qui ne sont surclassées par aucune autre action. Et cela représente le résultat de la méthode ElectreI pour l'aménagement du réseau de télécom. On passe maintenant à la méthode ElectreIV qui relève toujours de la problématique de choix en se basant cette fois-ci sur le tableau original des performances pour l'aménagement du réseau de télécom. Pour cette méthode, on fait toujours appel au critère vrai, mais avec un seuil de veto net, d'où le V dans l'appellation ElectreIV. On commence par construire les 5 tableaux des indices de concordance locale, ElectreIV, qui sont identiques au tableau des indices de concordance locale associés à la première méthode qu'on a vue, ElectreI, et qu'on peut calculer en utilisant la même relation de l'indice de concordance locale. Maintenant, et toujours à partir du tableau original des performances, on construit le tableau de l'indice de concordance globale en utilisant cette relation qui fait intervenir un seuil de veto. Par exemple, l'indice de concordance globale entre l'action 1 et l'action 3 est égal à 0, puisque la différence de performance entre l'action 3 et l'action 1 au niveau du quatrième critère est supérieure ou égale au seuil de veto associé. Prenons un autre exemple, l'indice de concordance globale entre l'action 1 et l'action 8, qui est aussi nul, parce que le seuil de veto est déclenché dans ce cas au niveau du cinquième critère, pour lequel la différence de performance entre l'action 8 et l'action 1 dépasse le seuil de veto associé au cinquième critère. Un autre exemple, au niveau de l'indice de concordance globale entre l'action 7 et l'action 2, qui est nul aussi, puisque le seuil de veto est déclenché au niveau du deuxième critère, c'est-à-dire la différence de performance entre l'action 2 et l'action 7 est supérieure ou égale au seuil de veto associé au deuxième critère. Bien sûr, les coefficients de ce tableau de l'indice de concordance globale ne sont pas tous nuls, puisqu'on peut envisager d'autres situations pour lesquelles le seuil de veto n'est pas déclenché au niveau de tous les critères, et donc on peut calculer ce rapport seulement lorsque la performance de A est supérieure ou égale à la performance de B suivant tous les critères. Maintenant, on peut effectuer un surclassement à partir de l'indice de concordance globale, ElectreIV, où on affecte la valeur 1 à la proposition acceptée de l'action A surclasse l'action B, ou bien on affecte la valeur 0 à cette proposition lorsqu'elle est rejetée. Par exemple, si on considère l'indice de concordance globale de l'action 2 et l'action 3, qui est égal à 0,8, il est plus grand que le seuil de concordance, qui est toujours égal à 0,7, et donc, puisqu'il n'y a pas d'indice de discordance, on conclut directement que l'hypothèse 2 sur classe 3 est acceptée. D'où la valeur 1 ici. Prenons un autre exemple. L'indice de concordance globale de l'action 3 et l'action 6 est égal à 0,5, qui est plus petite que le seuil de concordance. Et donc, on peut conclure que l'hypothèse l'action 3 surclasse l'action 6 est rejetée. D'où la valeur 0 ici. Et ainsi de suite. Une fois qu'on a construit le tableau des surclassements ElectreIV avec un seuil de concordance 0,7,
On effectue une sommation conditionnelle, comme dans le cas de la méthode electri, c'est-à-dire on calcule la somme de tous les coefficients qui figurent sur les lignes des actions, et puis on peut sélectionner seulement les actions dont la somme conditionnelle est nulle, c'est-à-dire les actions les plus préférées par rapport aux autres et qui ne sont surclassées par aucune autre action. Et puis on peut remarquer que dans ce cas, le résultat est identique à la méthode electri. Passons maintenant à la troisième méthode de la problématique de choix, electri-IS, et pour laquelle on considère le tableau original des performances, mais cette fois-ci, on considère des pseudo-critères, c'est-à-dire en retenant également, dans ce tableau, les seuils d'indifférence, de préférence et les seuils de veto. Également pour cette méthode, on utilise un indice de concordance, mais cette fois-ci appliqué à un critère à seuil, ce qui permet d'évincer la brutalité de la dernière méthode qu'on a vue, electri-IV. Et puis le reste de la méthode est similaire aux deux méthodes qu'on vient de voir, electri et electri-IV, au niveau des tableaux de concordance et le tableau de surclassement. Maintenant, à partir de ce tableau, on peut calculer l'indice de concordance local, electri-IS, associé au premier critère en utilisant cette relation de l'indice de concordance local comme étant un pseudo-critère, c'est-à-dire en faisant intervenir des seuils de préférence et d'indifférence. Et puis, une fois qu'on a construit les 5 tableaux des indices de concordance locale electri-IS, suivant les 5 critères, on peut construire le tableau de l'indice de concordance globale electri-IS en utilisant cette relation qui fait intervenir un seuil de veto net, en utilisant la même procédure que la méthode electri-IV. Après, en se basant sur ce tableau de l'indice de concordance globale, electri-IS, on peut effectuer un surclassement d'une manière similaire par rapport aux autres méthodes electri-I et electri-IV, en affectant dans le tableau des surclassements la valeur 1 lorsque la proposition A sur classe B est acceptée et la valeur 0 lorsque cette proposition est rejetée. Et toujours en laissant tomber la partie concernant le test au niveau de la discordance. Une fois qu'on a construit complètement le tableau des surclassements electri-IS, on procède à une sommation conditionnelle suivant les lignes de toutes les actions. Et puis pour conclure, on ne retient que les actions dont la somme conditionnelle est nulle et qui représentent le résultat regroupant les actions les plus préférées suivant la méthode electri-IS. La raison pour laquelle ce noyau est tout à fait différent par rapport aux autres méthodes réside au niveau de la forme de critères utilisée et aussi au niveau du type d'intervention de la notion de discordance. Pour conclure cette partie des méthodes qui relèvent de la problématique de choix, on peut remarquer que le noyau de la troisième méthode electri-IS est tout à fait différent par rapport aux autres méthodes electri et electri-IV. Et puis, il faut bien noter que cette différence est due à la forme de critères utilisés ainsi que le type d'intervention de la notion de coefficient de l'indice de discordance. La deuxième remarque concerne les noyaux des 3 méthodes qu'on a utilisées et qui renferment non seulement les meilleures actions, mais il peut renfermer encore des actions les plus difficiles à comparer entre elles et parmi lesquelles se trouve la meilleure action. Passons maintenant à la troisième section dans laquelle on va étudier les méthodes associées à la problématique d'affectation. Je rappelle que cette problématique concerne les problèmes qui sont posés en termes d'attribution de chaque action à une catégorie prédéfinie. Et dans cette problématique d'affectation, on essaie de scinder l'ensemble des actions A en un certain nombre de classes définies à l'avance. C'est-à-dire qu'on doit définir les frontières entre les classes et qui sont séparées par des frontières. La première méthode de cette problématique d'affectation est appelée trichotomie
et qui consiste à trier les actions en 3 classes. La classe des actions jugées bonnes, douteuses et puis mauvaises. En méthodologie multicritère, plusieurs actions peuvent définir une frontière. Et donc, il faut construire un ensemble B composé par toutes les actions étalant bonnes. Et un autre ensemble qui contient toutes les actions étalant mauvaises. Ensuite, on va étudier les surclassements qui existent entre les actions à classer et les actions étalons. Et ces surclassements peuvent dépendre de plusieurs procédures basées sur les algorithmes des surclassements d'Electre I, IV ou IS qu'on a déjà vu. Et puis cela permet de définir 4 nombres pour chaque action A. Le premier nombre, B+, qui indique le nombre de fois que l'action a classé, surclasse une action étalon bonne de l'ensemble B. Un deuxième nombre est défini, B-, qui indique le nombre de fois qu'une action étalon bonne de l'ensemble B surclasse l'action à classer A. Et puis M+, est un nombre qui indique le nombre de fois que l'action à classer surclasse une action étalon mauvaise de l'ensemble M. Et finalement, M- est le nombre qui indique le nombre de fois qu'une action étalon mauvaise de M surclasse l'action à classer A. Et en utilisant ces nombres, on peut suivre cet organigramme de la trichotomie et qui permet de classer toutes les actions. Je note ici que les actions classées douteuses ne sont pas vraiment entre les classes bonnes et mauvaises, mais elles sont placées dans cette catégorie seulement parce qu'on ne peut pas les mettre ailleurs à la base des données disponibles. Essayons maintenant d'illustrer cette méthode de trichotomie, toujours en se basant sur le tableau original des performances associées à l'aménagement du réseau de télécom. On ajoute au moins 2 actions étalons, une action étalon mauvaise, M, et puis une action étalon bonne, notée B. Il faut noter que ces étalons doivent être déterminés avec le décideur, puisque c'est lui qui délimite les catégories auxquelles on va effectuer les actions. À la base de ces données supplémentaires, on va utiliser maintenant un surclassement de type Electre-IV qui ne s'applique qu'entre les actions à affecter et les actions étalons. On commence par construire les tableaux des indices de concordance trichotomique pour les 5 critères en considérant un vrai critère, c'est-à-dire des seuils de préférence et d'indifférence nuls, suivant cette relation de l'indice de concordance local. Et puis, une fois qu'on a calculé les 5 indices de concordance trichotomique associés aux 5 critères, on peut construire le tableau de l'indice de concordance global modulé par le veto, suivant cette relation. Par exemple, l'indice de concordance global entre l'action étalon B et l'action A8 est nul parce que le veto est déclenché au niveau du 5e critère pour lequel la différence de performance entre l'action A8 et l'action étalon B est supérieure ou égale au seuil de veto associé à ce 5e critère. Un autre exemple, pour l'indice de concordance global entre l'action étalon mauvaise et l'action A8 est aussi nul puisque le veto associé au 5e critère est déclenché pour cette action. C'est-à-dire la différence de performance entre l'action A8 et l'action étalon mauvaise est supérieure ou égale au seuil de ce 5e critère. Ensuite, à partir du tableau de l'indice de concordance globale modulé par le veto, on peut faire un surclassement relatif à la trichotomie à la donnée d'un seuil de concordance 0,7 en comparant chaque indice de concordance globale par rapport à ce seuil de concordance et puis accepter ou bien rejeter l'hypothèse de surclassement entre les actions AI et les actions étalons B ou bien M. Par exemple, pour l'hypothèse A2 surclasse l'action étalon B,
on peut remarquer que l'indice de concordance global est égal à 0,8, qui est plus grand que le seuil de concordance. Et donc, cette hypothèse est acceptée, d'où le coefficient 1 ici. Prenons un autre exemple. L'hypothèse que l'action étalon mauvaise surclasse l'action A6 est rejetée, puisque l'indice de concordance global, ici, est inférieur ou égal au seuil de concordance, d'où le coefficient 0 ici. Et donc, à partir de ce tableau de surclassement relatif à la trichotomie, on utilise cet organigramme trichotomique qui permet de classer les 8 actions dans les 3 catégories des actions jugées bonnes, mauvaises ou bien douteuses. En commençant par la première action A1, où on a le nombre B+, ne vérifie pas cette hypothèse, et donc on doit passer au nombre M-, qui ne vérifie pas également cette hypothèse, et donc on peut conclure que l'action A1 est classée douteuse. Pour la deuxième action, on a le nombre B+, vérifie ce test, et en passant au nombre M-, on voit également qu'il ne vérifie pas ce test, et puis, en suivant l'organigramme, on trouve que le B- est inférieur à B+, c'est-à-dire qu'il ne vérifie pas ce test, ce qui permet de classer la deuxième action parmi les actions jugées bonnes. Et puis, on peut procéder de la même façon concernant les autres actions afin de pouvoir construire le tableau qui regroupe le résultat de la trichotomie. En comparaison par rapport aux méthodes ELECTRE-I, IV ou bien IS, on voit que l'action 2 est toujours placée parmi les meilleures actions. Maintenant, on va traiter la deuxième méthode de la problématique d'affectation pour illustrer la méthode ELECTRE-I qui concerne notamment les problèmes à plus de 3 classes. Et les surclassements qu'on va effectuer par la suite sont pourvus d'un indice de crédibilité et d'un seuil de crédibilité que l'indice doit dépasser pour que le surclassement soit considéré comme effectif. Cette méthode ELECTRE-I présente 2 règles principales. Une première règle d'affectation optimiste qui consiste à commencer par le bas avec le surclassement étalon sur classe AI. Et puis, dans la deuxième règle d'affectation pessimiste, on compare chaque action AI à chaque action étalon, en commençant par la plus haut placée. On verra à la fin de cette méthode que la règle pessimiste tend à pousser les actions vers le bas du tableau, pendant que la règle optimiste consiste à pousser les actions vers le haut du tableau des surclassements. Et donc le principe qui détermine l'une ou l'autre règle dépend du fait qu'on est exigeant ou bien laxiste. Et puis pour effectuer les différents surclassements de ces règles, on peut suivre les différentes étapes de cet organigramme. Pour cette méthode ELECTRE-I, et puisqu'elle ne présente qu'une seule action étalon par catégorie, on va reprendre ici les données de la trichotomie, dans laquelle on a utilisé des surclassements de type ELECTRE-IV, mais pour notre méthode actuelle ELECTRE-I, on va déployer des pseudo-critères à veto flou et donc calculer des indices de crédibilité. Cette relation est floue puisqu'elle est indiscutable pour un certain couple d'actions, et puis il y a d'autres couples d'actions pour lesquels elle peut paraître très peu convaincante. Alors cette comparaison qui varie d'un couple à l'autre est traduite par le degré de crédibilité associé à chaque surclassement. Pour illustrer cette méthode, on se base sur le tableau original des performances ainsi que tous les seuils d'indifférence, de préférence et de veto. Et toujours à partir de ce tableau original des performances, on construit les 5 tableaux de l'indice de concordance locale ELECTRE-I relatifs aux 5 critères en utilisant cette relation où on considère un pseudo-critère avec un seuil d'indifférence et un seuil de préférence.
Et puis, à la base des 5 tableaux de l'indice de concordance locale, associés aux 5 critères, on peut construire le tableau de l'indice de concordance global electri en utilisant cette relation de l'indice de concordance global en suivant la même procédure qu'on a vue auparavant au niveau des autres méthodes. Maintenant, les 5 tableaux des indices de discordance locale pour les 5 critères, ainsi que le tableau de l'indice de concordance globale electri permettent de calculer l'indice de crédibilité de chaque surclassement en utilisant cette relation de crédibilité. Sans oublier de noter les 3 cas qui peuvent se présenter et qu'on a déjà expliqués au cours de ce chapitre. Maintenant, pour effectuer le surclassement de la méthode electri, on va se baser sur le dernier tableau de l'indice de crédibilité electri et puis on va suivre le cheminement de cet algorithme de surclassement. À la donnée d'un seuil de crédibilité égal à 0,7, on peut comparer l'indice de crédibilité par rapport à ce seuil. Par exemple, pour l'indice de crédibilité entre l'action A1 et l'action étalon bonne, on voit ici qu'il n'est pas supérieur ou égal au seuil de crédibilité, et donc on doit passer à la comparaison de l'indice de crédibilité de l'action étalon bonne par rapport à l'action A1. On voit que cet indice, il dépasse le seuil donné, et donc on peut noter ici que l'action étalon bonne, elle surclasse l'action A1. C'est-à-dire que l'action A1 ne peut jamais classer parmi les actions jugées bonnes. Prenons le deuxième exemple, l'indice de crédibilité entre l'action A2 et l'action étalon bonne. On voit ici que ce coefficient il est plus grand que le seuil, et donc on doit passer à la comparaison de l'inverse, c'est-à-dire l'indice de crédibilité de l'action étalon bonne par rapport à la deuxième action. Ce test n'est pas vérifié puisque l'indice de crédibilité ne dépasse pas le seuil donné, et donc on peut dire que l'action A2 surclasse l'action étalon bonne, c'est-à-dire que l'action A2 est classée parmi les actions jugées bonnes. Passons maintenant à un autre exemple différent pour comparer l'indice de crédibilité de l'action A4 par rapport à l'action étalon bonne. On voit ici que cet indice de crédibilité, il dépasse le seuil donné, et donc on passe à comparer l'indice de crédibilité de l'action étalon bonne par rapport à cette quatrième action. Et on voit que cet indice de crédibilité dépasse toujours le seuil, ce qui permet de dire que l'action A4 est indifférente par rapport à l'action étalon bonne. Autrement, on n'a pas de raison suffisante pour pouvoir mettre l'action A4 à l'intérieur ou bien à l'extérieur de l'ensemble des actions qui sont jugées bonnes. Traitons maintenant un autre exemple de comparaison par rapport à l'action étalon mauvaise. En commençant par la première action, on voit que l'indice de crédibilité de A1 par rapport à N dépasse le seuil donné, et également l'indice de crédibilité de l'action étalon mauvaise par rapport à la première action dépasse le seuil donné, et donc on peut conclure que les deux actions sont indifférentes. C'est-à-dire qu'on ne dispose pas d'informations fortes qui permettent de comparer l'action A1 par rapport à l'action étalon mauvais. Pour le deuxième exemple, l'indice de crédibilité de l'action A2 par rapport à l'action étalon mauvais, on trouve qu'il dépasse le seuil. Et puis si on compare l'indice de crédibilité associé à l'action étalon mauvais par rapport à cette deuxième action, on voit qu'il ne dépasse pas le seuil donné, ce qui permet de dire que l'action A2 surclasse l'action étalon mauvais. Et en utilisant la même démarche, on peut compléter ce tableau de surclassement. Maintenant, on va se baser sur ce tableau de surclassement pour effectuer les deux règles d'affectation
optimiste et pessimiste. On commence par la première règle, optimiste, qui consiste à commencer par le bas avec le surclassement étalon sur classe AI. Plus précisément, on commence par l'action étalon mauvais qui est placée en bas et essayons de la comparer par rapport aux 8 actions. En commençant par la première action A1, on voit sur ce tableau que A1 est indifférence par rapport à l'action étalon mauvais, c'est-à-dire que M ne surclasse pas A1. Et donc, on passe à l'action étalon B. On voit sur le tableau que B surclasse A1. Par conséquent, A1 elle est jugée douteuse, c'est-à-dire classée dans la catégorie entre les actions étalon bonnes et les actions étalon mauvaises. Autrement, il n'existe pas d'informations suffisantes et fortes qui permettent de placer cette action dans l'une des ensembles des actions bonnes ou bien mauvaises. Toujours suivant cette affectation optimiste, et pour la deuxième action A2, on voit sur ce tableau que M ne surclasse pas A2, et donc on passe à la comparaison de B. On voit également que B ne surclasse pas A2, ce qui permet de conclure que A2 peut être placé parmi les actions jugées bonnes. Et ainsi de suite pour les autres actions. Et après, on regroupe ces résultats sur ce tableau d'affectation d'électri où on peut voir que l'approche optimiste permet de placer un nombre réduit d'actions dans la catégorie des actions jugées mauvaises par rapport à un nombre plus élevé d'actions qui peuvent être jugées bonnes. En ce qui concerne la règle d'affectation pessimiste, on commence par comparer chaque action par rapport à chaque action étalon, en commençant par l'action la plus haut placée. Plus précisément, on compare les actions AI par rapport à l'action placée plus haut, c'est-à-dire B. On voit sur ce tableau de surclassement que A1 ne surclasse pas B, ce qui permet de comparer A1 par rapport à M. Toujours sur ce tableau de surclassement, on voit que A1 ne surclasse pas M, et donc on peut conclure que l'action A1 est placée parmi les actions jugées mauvaises. Pour l'action A2, on voit qu'elle surclasse l'action B, et donc on peut déduire directement que A2 peut être placé parmi les actions jugées bonnes. Et on procède de même pour les autres actions. Également, pour cette approche, on peut regrouper les résultats sur ce tableau, où cette fois-ci, l'affectation pessimiste permet de mettre une minorité d'actions parmi les actions jugées bonnes par rapport à un nombre plus élevé d'actions placées parmi les actions jugées mauvaises.